tous les entrepreneurs qui sont intéressés à investir dans le Denguélé, en sachant qu'il y a ce genre de projet, ce type de projet structurant, on a la possibilité donc de se préparer, de participer. Et quand bien même on n'obtiendrait pas le marché, peut-être qu'on n'en a pas la capacité, mais on a toujours dans les clauses de convention qui lient l'État de Côte d'Ivoire aux différents opérateurs qui sont sélectionnés pour réaliser les différents projets. On a la sous-traitance aussi qui existe. Donc c'est très important que les partenaires du festival, les festivaliers qui sont intéressés par ces projets-là, puissent suivre l'évolution de ces projets et en temps opportun pouvoir participer, soit en tant que groupement mutualisant des ressources, soit en tant que sous-traitant au cours de la mise en œuvre, ou même en imaginant des projets aussi qui pourraient venir améliorer la rentabilité économique de tous ces projets structurants dont nous avons parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Touré. Parlons toujours donc, du secteur privé. M. Boy, donc vous avez rappelé que votre organisation, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, donc l'ONUDI, travaille depuis 50 ans en Côte d'Ivoire. Donc vous avez eu l'opportunité et l'occasion de voir comment est-ce que en Côte d'Ivoire, donc que ce soit au niveau d'Abidjan ou dans les différentes collectivités territoriales, comment est-ce que les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, travaillent ensemble. Donc de votre point de vue, quelles recommandations feriez-vous donc, pour pouvoir améliorer donc, la synergie entre acteurs publics, acteurs privés, partenaires techniques et financiers, locaux et internationaux? Comment améliorer la synergie entre ces trois grands groupes d'acteurs pour pouvoir donc améliorer et impulser un meilleur développement? Merci encore pour votre question. Je crois que la question que vous posez est en fait fondamentale. Nous, en tant qu'organisation internationale qui travaille justement sur la question du développement industriel, on s'est aperçu de quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, les pays qui ont réussi à être des pays émergents, qui ont réussi cette transformation structurelle en fait de l'économie que vous évoquiez tout à l'heure, ce sont aussi les pays qui ont réussi à mettre en place une gouvernance industrielle particulière et surtout très inclusive. Cette question de la gouvernance a été dit d'ailleurs aussi par notre ami donc, du ministère des Transports, elle est fondamentale. Que ce soit, vous le voyez, dans le domaine des infrastructures, et c'est la même chose dans le domaine industriel. Mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il s'agit de mettre en place effectivement des plateformes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent mettre ensemble justement tous les différents acteurs qui travaillent dans le secteur industriel. Ça veut dire bien sûr le gouvernement, mais même au sein du gouvernement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement industriel, par exemple, ce n'est pas que l'affaire du ministère de l'Industrie, c'est aussi l'affaire du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Énergie, du ministère des Transports, du ministère de l'Agriculture, du ministère en charge donc des compétences, etc. Donc c'est vraiment déjà à ce niveau-là avoir cette gouvernance collégiale au sein du gouvernement. Deuxièmement, c'est comment aussi impliquer le secteur privé. Ça aussi c'est important. C'est vrai que souvent on met en place des plateformes, des espaces de communication, on met le gouvernement et le secteur privé, mais pour nous ça ne suffit pas d'avoir juste cette plateforme. Ce qui est important, c'est de savoir comment elle travaille. Est-ce qu'elle aboutit à des solutions? Est-ce qu'elle aboutit à des décisions? Est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi? Et donc nous, ce que nous avons, parce que ça fait partie, monsieur le directeur général, monsieur le modérateur, de notre mandat, nous avons ce qu'on appelle en anglais le convening mandate, c'est-à-dire le mandat de rassembler tous les acteurs. Ça fait partie de notre rôle en tant qu'organisation. Donc chaque fois que nous travaillons sur un programme, sur un projet, notre rôle, c'est de pouvoir mettre ensemble tous les acteurs qui travaillent dans ce projet, dans ce programme, que ce soit le privé. Et quand je parle du privé, je ne parle pas là aussi simplement des faîtières, mais il s'agit même aussi, par exemple, on parle du Denguélé ici, qui sont les acteurs privés locaux
Qui sont aussi les acteurs privés? Il peut y avoir des étrangers, il peut y avoir des locaux, il peut y avoir des artisans, il peut y avoir des paysans, etc. Mais c'est de pouvoir inclure toute cette pluralité-là. Ça, on a développé des outils pour pouvoir le faire, pour pouvoir structurer le dialogue, pour pouvoir structurer le suivi de ce dialogue-là, et pour pouvoir faire en sorte que ce soit un instrument dynamique et pas juste, je dirais, à faire valoir. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Et dans le cadre, par exemple, du clusters qu'on veut mettre en place, il y a cette préoccupation-là de pouvoir mettre une telle plateforme en place ici et aider donc les pouvoirs publics à faire et à mettre en place ce dialogue public-privé, comme je disais, cette plateforme multi-acteurs de partenariat avec bien sûr l'implication aussi d'autres partenaires techniques et financiers. D'accord. Merci beaucoup, M. Boy. Si on a, je ne sais pas, on a encore combien de temps, mais on va peut-être prendre une ou deux questions du public. Oui, donc je vois une main ici. Vous pouvez vous lever, vous présenter rapidement et puis poser votre question de façon succincte, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Merci. Mon nom c'est Émile Gueye. Je suis PDG du groupe Eoulé. Et je voudrais poser ma préoccupation. Ok, c'est bon. Je voulais poser ma préoccupation à M. Boy. Au niveau de tous les outils qu'ils ont développés, très souvent, je voudrais encore lui dire vraiment merci pour cette approche et cette décentralisation qu'il préconise. Mais je voulais savoir s'il compte toujours utiliser des financements du type Fonds 1, du Fonds Environnement Mondial, par exemple, parce que vous avez parlé de mobilité, vous avez parlé de beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Voilà, et ça c'est ma première préoccupation. Est-ce qu'au niveau, la deuxième, c'est comment comptez-vous intégrer vraiment ce qu'on appelle le contenu local? Voyez-vous, lorsque des organisations internationales comme l'ONIDI prennent souvent émettent des projets, ils font toujours des appels d'offres, alors que généralement les entreprises ivoiriennes sont à leur début. Donc les référents techniques qu'on demande font toujours qu'ils sont hors jeu. Et on est obligé de constater ou bien de se faire sous-employer. Je voudrais savoir si vous avez prévu des outils dans ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gueye, pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Madame la vice-gouverneure. Merci. J'interviens en tant qu'ex-gestionnaire du Fonds pour l'environnement mondial. Et le projet dont M. Boy vient de parler, le projet de mobilité électrique, est un projet dont bénéficie le district autonome du Denguélé, dont la lettre d'endossement avait été signée par mes soins. Et dans le cas du Fonds pour l'environnement mondial, il s'agit de financement public. Mais cependant, les financements du FEM ont toujours besoin de cofinancement. Et le cofinancement, comme il a dit, il y a eu le partenariat avec les locaux. On a l'un de nos fils, M. Sékou Touré, qui était la deuxième personnalité du Fonds pour l'environnement mondial également, comme moi, qui a créé une société privée et qui intervient dans ce projet-là. Donc, ma question maintenant, quel est l'état d'avancement de ce projet par rapport au district autonome du Denguélé? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la vice-gouverneure. On va prendre une dernière question et laisser les panélistes répondre. D'autres questions? D'accord, ok. Donc, bon, je vais passer la parole à Monsieur Boy. Donc, on a la question de Monsieur Gueye. Donc, je vais d'abord passer la parole à M. Boy et puis après M. Touré. Si vous voulez intervenir sur certains éléments, je vais vous laisser la parole. Donc, dans la question de M. Gueye, donc, qui est un opérateur économique donc, local, hein, et donc qui a posé la question de savoir donc, quels sont les types de financement que vous utilisez sur vos différents projets
et qui pose donc la question cruciale, et c'est une question qui revient souvent, qui est celle du contenu local. Donc notamment sur des projets financés par des bailleurs de fonds tels que vous, on a souvent l'impression, donc je dis bien l'impression, que à la fin de la journée, il n'y a pas beaucoup de contenu local, c'est-à-dire que ce sont beaucoup d'entreprises qui ne sont pas ivoiriennes et qui réalisent donc un certain nombre donc, de projets, alors que la plupart du temps, ça reste des prêts, et donc ça reste de l'argent que l'État de Côte d'Ivoire donc devra rembourser. Et l'exemple qu'il a donné est un très bon exemple, qui est de dire que s'il y a des barrières qui sont mises, un certain nombre donc, de track records qui sont demandés, on arrive toujours l'histoire de l'œuf et de la poule, parce que si on ne leur donne jamais l'opportunité, l'occasion de pouvoir réaliser un certain nombre de projets, ben, ils ne réussiront jamais donc, à le faire. Donc sur cette question-là, donc la question du contenu local, comment est-ce que au niveau de l'ONUDI, vous adressez cette question? Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par cette question précisément avant de répondre à la question du financement. Sur la question du contenu local, enfin, il faut comprendre, hein, monsieur le modérateur, on n'est pas nous bailleurs de fonds. L'ONUDI est une organisation d'assistance technique, de conseil, donc nous ne sommes pas vraiment donc, des bailleurs de fonds, et donc c'est pour ça qu'on comprend bien justement les questions et les besoins d'assistance technique des entreprises. La question du contenu local est aussi pour nous fondamentale, parce que pour nous, il ne peut pas y avoir d'industrialisation durable dans le temps sans qu'il y ait création d'un tissu industriel local qui soit solide et je dirais même résilient. On a eu toutes les crises, Covid, etc. Et par exemple, la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, s'est montrée très, très résiliente à cet effet, en tout cas le tissu industriel. Et donc, ça veut dire que pour nous, la promotion du tissu industriel local est fondamentale. Et ce que nous faisons, justement, pour le contenu local, c'est que là encore, on a développé des outils et des instruments très concrets. Vous savez, vous avez sans doute entendu parler des bourses de sous-traitance, des programmes de mise à niveau. Tous ces programmes sont nés au niveau de l'ONUDI. Hein? Ce sont donc les programmes qui ont eu justement pour objectif d'adresser la question de la compétitivité des entreprises locales et notamment des petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'accéder justement à des marchés internationaux. Ce que nous faisons, c'est très simple. Encore une fois, je vais être très très court. Je prends l'exemple du Denguélé. Ce que nous faisons dans ce cadre-là, on fait nous un diagnostic de toutes les entreprises industrielles. Au niveau technique, quels sont aujourd'hui, quel est le niveau technique de ces entreprises, quel est le niveau, quels sont les marchés, etc. On fait vraiment tout un diagnostic complet. Ce diagnostic, on l'informatise, on en fait un système, une base de données, et ensuite on fait un benchmarking de ces entreprises-là, chacun dans son secteur par rapport à ce qui se fait au niveau international, aux normes internationales. Et ça, c'est ça qui génère justement les programmes de mise à niveau. Et derrière ces programmes de mise à niveau, nous mettons en place des ressources pour pouvoir appuyer les entreprises à pouvoir faire de cette mise à niveau-là. Donc nous, en fait, pour renforcer le contenu local, on n'est pas vraiment... Bon, on comprend que les États fassent ça, mais on dit qu'à terme, même si on légifère, hein, en disant que voilà, les entreprises sont obligées de travailler avec des entreprises locales et tout ça, nous, on dit c'est bien, mais il faut qu'on travaille à la source. Il faut qu'on appuie les entreprises locales. C'est surtout ça. Donc pour nous, le contenu local, rassurez-vous, c'est une priorité. Et c'est d'ailleurs inscrit en tant que tel dans le cadre du programme, justement, d'appui que nous allons signer dans les prochaines semaines avec la Côte d'Ivoire. Il y aura tout un chapitre. Et pour nous, ce contenu local, ça doit être aussi, je dirais, le terreau qui va justement fabriquer et construire les champions nationaux. Donc ça, vous avez tout à fait notre... Et puis on pourra discuter plus en détail sur comment on travaille là-dessus. Sinon, sur la question du financement, c'est aussi quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Aujourd'hui, vous le savez, la question du financement au niveau international pose de nouveaux défis. Pas simplement, bien sûr, les nouvelles autorités que nous avons dans plusieurs pays, pas simplement aux États-Unis, en Europe, qui aujourd'hui vont plutôt vers une réduction de l'aide publique au développement. Il y a aussi une réduction fondamentale
par exemple, de ressources disponibles pour des pays à revenus intermédiaires tels que la Côte d'Ivoire. Donc ça nous oblige à aller de plus en plus à la recherche de financement innovant. Et aujourd'hui, c'est justement dans le cadre encore de ce programme, il y a tout un volet où on va essayer de développer des financements innovants, impliquant notamment, par exemple, les nouveaux investisseurs à impact. Aujourd'hui, les impact investors qui sont à la recherche vraiment de financement, par exemple, pour financer les coopératives, sur les questions d'environnement, sur les questions d'inclusion, aller chercher, par exemple, du financement au niveau du secteur privé international. Donc, vraiment, il y a un effort à aller rechercher de nouveaux types de financement. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui doit être vraiment inscrit pour nous en tant que partenaires comme étant une nouvelle priorité. On ne peut plus aujourd'hui nous contenter de travailler comme avant. Ça, c'est exclu. Comme on disait, business as usual, je crois que c'est fini maintenant. Et là aussi, je crois que ce qui est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire, hein, il faut ne pas oublier, qui est un pays à revenu intermédiaire, Madame connaît le sait, qui est un pays qui est même donateur du FEM, donc qui est un pays qui aspire aujourd'hui à être un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ça veut dire aussi qu'il y a une plage de possibilités pour mobiliser des ressources internes. Et ça, il ne faut pas aussi l'oublier. Donc la question aussi de la mobilisation des ressources internes, nous aussi nous sommes prêts à appuyer cela, devient aussi quelque chose de capital. Merci. Merci beaucoup. Et donc, Madame la vice-gouverneure, donc aimerait avoir une précision. Vous voulez intervenir, M. Touré? Oui, d'accord, oui, allez-y. Merci beaucoup. Sur la question du contenu local, c'est ça? Oui, c'est une question fondamentale, d'autant plus que le gouvernement ivoirien est depuis longtemps maintenant engagé dans une transformation structurelle de l'économie, à savoir créer des valeurs ajoutées localement. L'expérience que je voudrais partager sur la question du contenu local, c'est que nous avons au niveau du ministère des Transports un certain nombre de projets, et ces projets-là concernent la possibilité pour la Côte d'Ivoire d'avoir des unités d'assemblage de véhicules pour réduire justement le budget alloué au renouvellement du parc auto, car il est clair que si nous faisons ces véhicules sur place, en maîtrisant justement le processus d'assemblage, ces véhicules reviendraient beaucoup plus abordables au niveau du coût d'acquisition. Et donc la question du contenu local, nous essayons de l'imposer dès le départ. Par exemple, nous avons un projet concernant une unité d'assemblage des véhicules électriques, les microbus. Microbus qui vont venir justement essayer d'appuyer des régions comme le district du Denguélé, parce qu'on sait déjà que les moteurs thermiques, quand même en termes de coût d'exploitation, reviennent un peu plus chers. Donc nous avons un projet qui consiste à demander à une expertise mondialement reconnue à l'effet de venir accompagner la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'une unité d'assemblage. Mais nous savons tous qu'un véhicule automobile, c'est plusieurs parties, c'est plusieurs pièces. Donc c'est sûr que nous ne sommes pas encore peut-être en mesure dans l'immédiat de faire des moteurs ou des boîtes à vitesse, mais quand même la tapisserie pour les sièges par exemple, on a quand même un peu de compétences, on a des compétences localement pour le faire. Donc en dimensionnant ce projet, déjà dans le choix du site, parce que nous avons plusieurs options en termes de sites pour accueillir une unité d'assemblage. Bon, les sites les plus connus, quand je parle des sites, c'est localité en réalité, soit on est à Abidjan où il y a une pression foncière très élevée, ou bien on va à San Pedro pour réduire les coûts d'importation, ou bien on va dans une ville de l'intérieur. Mais en faisant l'état des lieux, nous exigeons que l'entité ou l'entreprise qui nous accompagne fasse un état exhaustif de façon à identifier l'artisanat local qui pourrait être impliqué dans la mise en œuvre du projet ou dans la mise en œuvre des véhicules, par exemple en ce qui concerne le cas spécifique dont je viens de parler. L'autre chose que je voulais suggérer, c'est aussi en ce qui concerne tous ces projets, il est nécessaire que nous améliorons le processus d'archivage. Parce qu'on fait des projets souvent en commun,
Mais il faut quelque part, je ne sais pas si ça existe déjà, mais il nous faut quelque part un centre d'archivage qui décrit justement un certain nombre de processus, un certain nombre de techniques, pour que à tout moment, dans nos centres de formation, dans nos universités, dans nos grandes écoles, si besoin est, on puisse se référer à cette base de données pour pouvoir peut-être mettre en œuvre des choses que, a priori, nous ne sommes peut-être pas capables de faire. Donc, le contenu local, pour nous au ministère, c'est une condition vraiment que nous exigeons. Et la manière dont nous nous y prenons, c'est vraiment d'exiger que l'environnement dans lequel le travail ou le projet va se déployer puisse, dans la mesure du possible, intégrer toutes les techniques et toutes les compétences locales qui existent déjà et qui pourraient être améliorées, comme vient de le dire M. Mboy. C'est ce que je voulais dire en ce qui concerne le contenu local. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc on est pratiquement à la fin de notre panel. Donc M. Boy, rapidement, Madame la vice-gouverneur aimerait savoir donc, le projet de mobilité électrique, où est-ce qu'on en est, donc de façon succincte, où est-ce qu'on en est dans sa mise en œuvre dans le cadre du district du Denguélé. Merci beaucoup, Mme Koné, pour votre question. En fait, le projet, d'une manière globale, a été lancé donc fin de l'année dernière. On a tenu une première réunion du comité de pilotage en début d'année. Et donc, nous sommes en train, donc, en ce moment, de travailler sur le recrutement donc, de l'équipe, je dirais, donc de projet, hein, notamment de notre côté. Ce qu'il faut aussi préciser, hein, c'est que dans le cadre de ce projet, l'UNEDI a sous-contracté avec le ministère des Transports. Donc c'est le ministère des Transports, ça fait partie, nous, de comment nous comprenons l'exécution nationale hein, des projets. Donc le ministère des Transports va être vraiment la structure qui sera en charge de la mise en œuvre. L'UNEDI va l'accompagner. Mais de ce que je comprends, c'est qu'on espère qu'en tout cas les premiers travaux sur les sites pilotes, donc, dont Oudjene, vont commencer de toute façon avant la fin de cette année. Hein. Donc c'est bien sûr les autorités locales seront avertis parce qu'elles doivent être pleinement impliquées déjà même dans la préparation déjà des premières missions qui vont être ici. Donc vous serez totalement informés. Voilà ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de notre panel. Ce que nous pouvons donc retenir, hein, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, donc l'État de Côte d'Ivoire a prévu un certain nombre donc, de projets importants, de projets stratégiques, afin de pouvoir promouvoir un développement équilibré sur toute l'étendue du territoire national. Le district autonome du Denguélé est bien entendu pris en compte. Et M. Touré donc, nous a rappelé un certain nombre de projets importants qui sont prévus dans le cadre des plans nationaux de développement. Mais avant de rappeler hein, les grands projets stratégiques dont M. Touré a parlé, donc j'aimerais rappeler que l'État de Côte d'Ivoire investit déjà énormément dans le cadre, dans le district autonome du Denguélé. Il y a des projets d'infrastructures routières, il y a des projets d'infrastructures sanitaires, des infrastructures éducatives, des projets d'infrastructures agricoles. Cas des projets d'infrastructures routières, bon, tout le monde voit hein, donc la construction de la route Odiéné, donc Mignan, frontière Guinée, frontière Mali, notamment, donc, dont les travaux sont pratiquement terminés et dont l'inauguration donc aura lieu dans les prochains mois. Nous avons la route Odiéné-Djoula-Tchadjougou qui va bientôt démarrer. Nous avons également le projet, donc, avec le projet d'aménagement de la route d'accès à l'université. Nous avons également dans la région du Haut-Foulon, donc les travaux d'aménagement et de bitumage de la route, donc qu'on appelle A7 et la route qui passe donc une transversale, la route A7 Sokouraba, Mignan, Sokoro. Nous avons les travaux de bitumage ici dans la ville d'Odiéné, donc les travaux de bitumage de la voirie d'Odiéné. Là, c'est dans le cadre des infrastructures
d'infrastructures routières. Dans le cadre des infrastructures de santé, je peux rappeler le projet de construction du centre hospitalier régional d'Odiéné qui est en cours et dont le lancement a été fait par son Excellence Monsieur le Premier ministre. On peut également rappeler que le CHR de Mignan est également en construction. Pour les infrastructures éducatives, donc son Excellence Monsieur le Premier ministre a rappelé ce matin que l'université d'Odiéné est en train d'être construite, donc c'est lui-même qui a assuré le lancement de ce projet-là. Et nous avons le centre de formation professionnelle de Béléban qui est également terminé. Nous avons également des projets de construction d'infrastructures hydro-agricoles, donc avec un certain nombre donc, de barrages hydro-agricoles qui sont en construction aujourd'hui donc, dans les régions du Foulon et du Kabadougou. Donc, l'État de Côte d'Ivoire investit déjà beaucoup pour permettre de s'assurer que nous avons ici des facteurs de compétitivité pour l'économie locale au niveau du district du Denguélé. M. Touré a rappelé un certain nombre d'autres grands projets qui sont prévus, donc notamment la construction, donc l'extension et la réhabilitation donc de l'aéroport d'Odiéné, construction du port sec d'Odiéné. Dans le domaine ferroviaire, donc il est prévu la construction de la ligne de chemin de fer San Pedro Odiéné frontière Mali, qui permettra donc notamment de développer le potentiel minier de la région avec un terminal minéralier qui sera construit au niveau du port de San Pedro. Si on essaie de regarder les choses de façon globale, le ministère des Transports envisage également donc, des trains à grande vitesse pour relier donc, le sud de la Côte d'Ivoire au nord de la Côte d'Ivoire, avec notamment une première ligne à grande vitesse qui partirait donc d'Odiéné à Ferké en passant par Yamoussoukro et Boaké. Pour tous ces projets, les acteurs locaux ont été consultés, les acteurs locaux sont consultés dans la mesure où, comme M. Touré l'a rappelé, ce sont des acteurs extrêmement importants pour s'assurer que nous avons une mise en œuvre donc harmonieuse de ces différents projets. L'ONUDI nous a rappelé qu'ils interviennent depuis plus de 50 ans ici en Côte d'Ivoire et nous ont appris donc une excellente nouvelle, à savoir qu'il y a un partenariat pays, donc ONUDI Côte d'Ivoire, donc qui sera bientôt signé. Donc l'ONUDI au niveau du district autonome du Denguélé appuie dans plusieurs domaines, donc notamment dans le domaine de la filière Anacard et dans le cadre notamment de la mobilité électrique. Ce sont autant d'opportunités pour les jeunes, pour les femmes, pour permettre donc de trouver des débouchés locaux et pour pouvoir permettre de développer l'économie locale. Tous ces projets, que ce soit au niveau de l'État du Côte d'Ivoire ou au niveau de l'ONUDI, sont des projets qui sont des opportunités pour le secteur privé. Déjà, ce forum en lui-même est une opportunité pour le secteur privé, dans la mesure où il y a un certain nombre d'informations qui sont passées et dont le secteur privé pourra se saisir. Dans la réalisation de tous ces projets, nous allons faire bien évidemment appel au secteur privé, donc c'est également une opportunité. Et ensuite, une fois que ces projets seront livrés, cela permettra donc de pouvoir développer un certain nombre d'activités locales, d'activités génératrices de revenus et des opportunités pour toutes les catégories sociales, donc notamment pour les femmes et pour les jeunes. Donc voilà en substance ce que nous pouvons retenir de notre panel et j'aimerais que l'on applaudisse tous encore une fois M. Touré et M. Boy pour leur brillante prestation. Je vous remercie. Et le modérateur aussi. Voilà, naturellement immortalisé la fin de ce panel par une prise de vue et vous dit merci.
Et nous vous raccompagnons par nos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous rappelons que c'était le panel de haut niveau composé de M. Abdoulaye Touré, directeur général du Fonds de développement du transport routier, FDTR, représentant M. Amadou Koné, ministre des Transports, pardon.